Bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous accueillir ici. Merci d'être là par ce beau temps. C'est vraiment assez exceptionnel de vous avoir avec nous. Puis, c'est toujours un plaisir de faire ce type de rencontre, même si ce n'est pas en personne. Ça nous permet quand même de prendre le temps de découvrir le travail de nos artistes. Puis ça, c'est assez précieux. Je me présente, je m'appelle Roxane Arsenault. Je suis co-directrice générale et artistique du Centre Clark. Je suis aussi en sueur, comme vous tous et toutes, j'imagine. Je prends aussi 2 minutes pour remercier nos partenaires, en fait, du programme de médiation de cette année, qui sont Ubisoft et le programme Art à faire de Patrimoine canadien. Donc, nous sommes vraiment contents de compter sur leur support. Puis, sans plus tarder, je vais passer la parole à notre super médiateur, Prakash, et je vais lui laisser présenter le programme de ce soir. Merci et bon visionnement. Jean. Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Comme Roxane mentionné, mon nom est Prakash Krishnan et je suis le médiateur culturel de Clark et je suis très content d'animer cette conversation ce soir. Celle-ci est la deuxième et dernière de nos présentations de Microbus. Si vous avez manqué la première avec Chloé Lefebvre et Annie Descoteaux, la vidéo est maintenant disponible en ligne. Vous pouvez l'accéder par la page web de la présentation sur le site web de Clark. Mais avant qu'on commence, j'aimerais aussi mentionner qu'on n'a toujours pas terminé nos activités de la médiation ce mois. Mardi prochain, le 15 juin, j'anime une table ronde dans le contexte de l'exposition de Moreja en cours à Clark. Je vais discuter avec 4 travailleuses culturelles et communautaires qui se sont impliquées dans le grand projet de comment on peut s'habiter dans le monde comme les personnes noires, racisées et migrantes. Cette discussion aura lieu le même temps que celle-ci et vous pouvez visiter le site Clark pour toutes les infos. Et maintenant, avant de reconnaître les 2 excellents artistes et récipiendaires de Microbus, j'aimerais premièrement commencer par reconnaître que le Centre Clark, son équipe ainsi que les artistes qu'on présente aujourd'hui sont principalement basés en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Ganégahaga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tiohtià:ke ou Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect avec des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. C'est avec ceci en tête que Clark collabore depuis quelques années avec le collectif de commissaires autochtones et soutient du mieux que nous pouvons des artistes et commissaires autochtones à travers différents volets de notre programmation. Et maintenant, c'est avec grand plaisir que Clark présente ce soir 2 des 4 artistes ayant été sélectionnés dans le cadre de notre programme de Microbus. Cette initiative, imaginée par les membres du comité de programmation de Clark, visait à soutenir la recherche et la création dans un contexte de pandémie où nos activités de diffusion ont été mises sur pause. Après quelques mois d'atelier, les artistes partagent maintenant leurs recherches actuelles avec nous et nous vous invite à prendre part à cette conversation pendant les périodes de questions qui suivra chacune des présentations. Et on commence ce soir avec Marjolaine Bourdois. Je vais juste rapidement partager mon écran. Et voilà. Marjolaine Bourdois est une artiste, éducatrice et travailleuse culturelle basée à Montréal, Tiohtià:ke-Muniyang. Sa démarche artistique se développe autour des notions de production et de circulation des objets et des signes qui constituent les ruines de notre présent. Dans une approche sculpturale, elle interroge les tensions inhérentes à la culture de masse en s'investissant dans un travail de la forme et de la matière. Elle détient un baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l'UQAM, ainsi qu'un diplôme national d'études supérieures de la Villa Arsan en France. Ses œuvres ont été présentées au Québec, en France et en Allemagne
sous forme d'exposition, de commissariat et de création sonore, mentionnant entre autres le Centre d'art Optica, le MacLo, la Fondation Phi, la Maison des Arts de Laval et Sportable. Son travail fera également partie d'une exposition de groupe au Musée d'art de Joliette à venir cet automne. Et donc, avec ça, je vais passer la parole à Marjolaine. Merci, Prakash. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour ton introduction. Avant que j'oublie de manière disgracieuse de faire mes remerciements, je voulais aussi évidemment remercier le Centre Clark pour ce programme-là, pour la micro-bourse. C'est un soutien, puis une forme d'encouragement aussi qui est vraiment précieuse en ce moment. Donc, c'était très apprécié. Ce que je vous propose aujourd'hui, puis Prakash, tu me feras signe si je suis trop longue, OK? Vraiment, tu m'arrêtes si je parle trop longtemps. Ce que je vais vous proposer, c'est un petit survol de ce que j'ai fait, une partie de mon travail, en fait, au courant des derniers mois, donc ce qui m'a occupée, entre autres, dans le cadre de la micro-bourse. J'ai des images à vous montrer. Bien que mon travail n'est pas terminé, évidemment. Donc, je n'ai pas de sculpture à vous montrer, mais le résultat final, éventuellement, sera des sculptures. Mais ce que vous allez voir aujourd'hui, ce sera plutôt, finalement, tout le travail la réflexion puis le travail de préparation qui va mener à la production d'une série de nouvelles pièces. Donc, moi, mon objectif avec cette micro-bourse-là, c'était de poursuivre, en fait, assez simplement un travail que j'avais déjà amorcé. Donc, je voulais continuer dans la lignée d'un corpus de sculptures que j'ai réalisé l'automne dernier, que j'ai finalement réussi à présenter là, pendant le contexte de la pandémie. C'est un corpus qui s'intitule « Des formes pousses ». Et puis, mon projet dans le cadre de la micro-bourse, c'était tout simplement de poursuivre, en fait, sur cette lancée-là, d'approfondir ma réflexion, éventuellement de produire des nouvelles pièces. Donc, qu'est-ce que c'est des formes pousses? Peut-être pour mettre un petit peu en contexte, c'est des sculptures qui sont réalisées en polystyrène, donc en styromousse, puis qui sont inspirées des emojis, donc des émoticônes et des emojis, mais aussi de manière plus large une certaine iconographie qui est associée à l'univers du numérique. Donc, ma réflexion, elle vient de la part de communication qui est sous-jacente à ces signes-là, leur abondance aussi, leur surabondance, mais aussi tout le contexte de présence très accrue du numérique dans les différentes sphères de notre vie, qui a été finalement, qui a explosé là, au cours de la dernière année et demie. Donc, je m'intéresse aussi à l'aspect corporatif qui est en arrière de la production de ces signes-là. Comment on décide de tel type d'emoji qui vont ensuite être utilisés massivement par les gens sur différents types de plateformes, dans différents médias, pour amener une sorte d'adoucissement ou de dimension humaine, plus tendre, émotive, à quelque chose qui, peut-être qu'on présume qu'il n'y en a pas, en fait, le cadre numérique. Puis je me suis intéressée aussi dans la manière de les réaliser à leur côté aplati. C'est entre autres pour ça que j'ai choisi le polystyrène, donc aplati au sens, même au niveau graphique, au niveau du type de représentation, mais aussi, ça m'intéresse cette tension-là entre l'espèce de souhait un peu de langage universel des emojis, mais de l'autre côté, l'espèce d'uniformisation des émotions qui nous montre un peu finalement, qui nous donne un ensemble de signes avec lesquels communiquer, échanger, créer des relations entre nous, mais qui finalement se mènent à une certaine homogénéisation. Donc, l'aplatissement, pour moi, il y a un peu ça là-dedans. Donc, des formes pousses, c'est à la fois ces signes-là qui poussent et qui
presque pullulent dans notre paysage visuel, qui sont très omniprésentes parce qu'elles elles sont pas juste présentes sur les plateformes de communication, dans les médias sociaux, dans les courriels. Elles sont aussi présents sur des objets. Donc, ils sont présents. Ils poussent à travers nous comme une sorte de faune, mais quand on pense au cadre corporatif ou à l'industrie numérique qui est en arrière de ça, c'est aussi des formes qui poussent sur nous, qui nous dirigent dans une certaine direction, puis qui cadrent aussi de manière parfois assez rigide nos affects. Donc, c'est un peu ça le point de départ. Puis dans le cadre de mon travail, j'ai voulu développer ça, continuer ma réflexion. Puis j'ai voulu aussi mettre l'accent sur la dimension corporelle, en fait. La dernière année et demie, le contexte de la pandémie nous a vraiment fait ressentir la présence accrue, obligée du numérique. Donc là, moi, ça m'intéresse de réfléchir un peu aux effets sur le corps, puis à la manière dont l'utilisation de ces technologies-là de communication, là-dedans j'inclus les médias sociaux, j'en reparlerai tout à l'heure, l'écran, le temps d'écran, etc. Comment tout ça entre dans notre corps, puis comment tout ça nous modifie, nous influence finalement. Donc la dimension corporelle est assez importante dans la recherche que je fais en ce moment. Puis il y a comme l'idée aussi de l'omniprésence du numérique, autant dans nos sphères professionnelles que dans nos vies personnelles. On l'a tous vécu là, à différents degrés, mais cette omniprésence-là, on pourrait parler d'une espèce de monopole, finalement, obligé par la situation. Donc, tout ça étant accentué par la crise actuelle qu'on a traversée. Donc, c'est ça, c'est de voir un peu comment ces technologies-là entrent dans nos corps, donc au niveau corporel, mais aussi dans notre psyché, d'une certaine manière. Donc, pour revenir peut-être au contexte de création, parce que c'est sûr que moi, comme artiste, là, le choix que je fais, c'est de traiter ce sujet-là en sculpture, donc dans un travail de la matière, dans un travail qui est très matériste, en continuant à faire des objets, en étant ancré dans ce travail-là très tactile. Donc, c'est le choix que je fais et que je poursuis. Puis c'est de voir aussi un peu les tensions qui sont présentes dans le monde de l'art, en fait, là, la manière dont on dirige ou il y a un cadre, en fait, numérique qui est très présent, qui n'est pas nécessairement venu ni des artistes, ni des institutions. Donc, il y a tout le cadre un peu capitaliste là, qui est en arrière de ça, qui, moi, me préoccupe, donc, qui est un peu comme peut-être le plus grand parapluie là, qui est au-dessus de ce projet-là et d'autres projets sur lesquels je travaille. Donc, c'est ça. Pour revenir à la dimension corporelle, il y avait beaucoup l'idée de la distorsion, de l'effritement, de la trouée, puis de l'aspect figé aussi dans le corps. Vous allez voir un peu là, dans ce que je vais vous présenter. Je trouvais que c'était quelque chose qui ressortait dans le premier corpus que j'ai fait, que je voulais peut-être mettre un peu de l'avant. Je fais un petit aparté aussi parce que je voudrais mentionner quand même un texte, en fait, une lecture qui m'a beaucoup accompagnée dans les derniers mois, que j'ai lu très lentement, très attentivement, que j'ai assimilé tranquillement, qui est un texte de Ivan Illich qui s'intitule « La convivialité », qui est un terme qu'on associe ou qu'on a associé à un certain pan de l'industrie du numérique, mais qui est en fait très différent du propos d'origine d'Ivan Illich, qui a écrit ce texte-là en 1973. Moi, j'ai trouvé, comme je dis, c'est une lecture qui m'a beaucoup accompagnée dans les derniers mois parce que j'ai trouvé ça fulgurant, comment c'était d'actualité. J'avais l'impression
vivre dans le monde contre lequel il nous mettait en garde un petit peu d'une certaine manière. Donc, lui, il ne parle pas tant spécifiquement du numérique, il parle de la technologie dans d'autres de ses écrits. C'est pas nécessairement ce qui ressort de ça. Lui, ce qu'il amène, c'est une critique de l'industrie, en fait, de la société industrielle, puis il questionne la notion d'outils, en fait, à partir de quand les outils qu'on utilise, on traverse un seuil qui fait en sorte que ces outils-là, finalement, ne deviennent plus des outils, ce sont plutôt presque comme des étaux qui se referment autour de nous, puis qui font de nous presque des consommateurs forcés, finalement. Donc, moi, quand je pense, par exemple, à l'utilisation, par exemple, des médias sociaux ou la notion d'identité numérique, par exemple, on est tellement entouré de ça qu'on ne conçoit plus qu'on peut se passer de ces outils-là. Puis encore, faudrait-il se demander si ce sont bel et bien des outils. Donc, c'est un peu le genre de questionnement qui m'intéressait, ou en tout cas qui m'a fascinée là, en lisant ce livre-là. Donc, je vous le conseille si c'est le genre de... Moi, c'est le genre de critique finalement qui me fait du bien, même si c'est percutant. Là, ça m'aide des fois aussi à mettre des mots sur certaines intuitions que j'ai dans mon travail d'atelier en allant chercher certains types d'iconographie ou tel type de traitement. En lisant ça, j'avais l'impression de faire des parallèles qui étaient, en tout cas, qui faisaient du sens pour moi. Puis, je reviens sur l'idée aussi qui nous fige. Hein. Imaginez l'idée de l'outil qui traverse le seuil et qui ne devient plus un outil, mais qui se retourne finalement contre nous-mêmes, d'une certaine manière. C'est un peu caricatural, mais c'est pour vous donner une image. Bien, il y a l'idée aussi de quelque chose qui se fige dans le corps. Ça m'intéresse. Il y a aussi puis c'est pas juste dans le corps, en fait, je pense que ça nous fige dans notre manière d'envisager, de naviguer, en fait, en différents types d'outils, en différents modes d'apprentissage, en différentes façons de connecter avec le monde. Donc, je choisis mon mot là, pour justement faire un petit clin d'œil à l'aspect numérique de la connexion ou de la vie en ligne, en fait, versus la vie hors ligne. Il y a aussi l'aspect de la psyché, comment c'est l'excès finalement de cet outil-là, qui n'en est plus un, peut figer notre psyché collective. Moi, je vois beaucoup ça dans la polarité qu'on vit en ce moment, comment ça crée un petit peu comme des sortes de cases, c'est tout noir ou tout blanc. Il y a comme des chemins qui nous dirigent ou qui manipulent en fait nos affects pour nous amener dans une direction ou dans une autre. Donc, sur ces belles paroles, je vais partager mon écran pour vous montrer, comme je vous disais, non pas des sculptures terminées, mais un peu comme le processus de création qui est derrière l'éventuelle réalisation de mes sculptures. Puis, il y a quand même pas mal de dessins aussi. Le dessin est assez important. C'est vrai, je n'ai pas expliqué comment je l'ai fait, mais je vais vous l'expliquer au fur et à mesure, parce qu'il y a un passage entre le dessin et une espèce de transposition dans l'objet, dans le volume. Donc, laissez-moi ouvrir ceci. Est-ce que c'est bien en plein écran pour tout le monde? Est-ce que tout le monde voit bien? Ça marche? Oui, Je vois votre âme qui me dit. Parfait, excellent. OK. Peut-être juste pour mentionner un peu comment je l'ai fait, les sculptures, puis après, je vais vous expliquer ce que vous voyez. C'est peut-être pas évident à comprendre. Donc, la manière dont je travaille, c'est que je choisis certains emojis pour une multitude de raisons. Puis, je les dessine ou je les redessine
avec un certain niveau de reconnaissance ou pas. Parfois, ils sont plus déformés, parfois, ils sont assez reconnaissables, parfois, ils sont même dessinés presque comme un sentier ou comme une mémoire qui serait plutôt comme un mélange d'un certain type d'imagerie ou un certain type d'emoji. Et puis, à partir du dessin, donc il y a quand même une longue étape où je dessine, je redessine, je retravaille la ligne. C'est un peu méticuleux, puis c'est un peu comme... C'est ça, je suis un peu... je tantillonne un petit peu là-dessus. Puis après ça, quand je suis satisfaite du niveau soit de capacité à reconnaître ou pas, ou ce que ça va évoquer, bien là, je transpose cette forme-là en la traçant sur du polystyrène et en découpant au fil chauffant. Donc, dans mon corpus précédent, c'est comme ça que j'ai procédé. Il y en a aussi certaines qui ont été découpées en industrie à la CNC, aussi au fil chauffant. Donc, c'était mon dessin numérisé puis retransposé sur un volume. Et les autres sont faites ici dans mon atelier au fil chauffant, qui se trouve finalement à fondre le polystyrène. Et c'est un peu comme un geste de dessin dans la matière, finalement. Donc, il y a quelque chose un peu quand même, je peux aller chercher un certain niveau de précision, mais je pourrais aussi, par exemple, m'amuser à faire du de dessin à main levée dans la matière. Puis ensuite, sur ces surfaces-là, il y a un travail qui se fait, soit de venir briser la forme, manger certaines parties, effriter, comme une façon de laisser, de créer une trace ou de venir perturber la surface ou métaphoriquement, pour moi, c'est un peu comme tenter d'entrer dans ces formes-là par mon geste créatif. Donc, c'est des formes qui poussent sur nous, puis moi, je repousse à l'inverse pour tenter avec ma sensibilité ou avec mes mains de rentrer dans cette forme-là. Donc, ça, c'est un peu pour vous expliquer un peu techniquement là, comment c'est fait. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une première proposition sur laquelle je vais travailler, inspirée de l'emoji lutte. J'ai réfléchi autour de l'idée du brain fog, du brouillard cérébral. Donc, ce que vous voyez, c'est en haut à gauche, ce qui pourrait être le tracé, le dessin de la sculpture, qui risque de bouger encore, mais c'est ça, là, je l'ai arrêté là, qui est comme un peu une déformation de l'image d'origine où on voit, ici j'ai choisi les deux filles qui font de la lutte, que j'ai retravaillé dans le bas là, avec des effets de distorsion. Et ce qui est à l'arrière-plan, c'est un gros plan un test d'une texture que je voudrais essayer de venir appliquer sur ma sculpture. Donc là, je vous demande vraiment un effort de visualisation parce qu'il faut comprendre ces trois morceaux-là et essayer de les coller dans votre tête pour imaginer ce à quoi ressemblerait la sculpture. Mais c'est un peu comme ça que j'ai travaillé récemment, en faisant des collages pour rassembler différentes possibilités puis différentes recherches iconographiques. Donc, c'est presque comme un plan de travail pour moi, si on veut. Ça m'aide à être comme peut-être plus à rassembler mes idées puis peut-être être moins dans le brain fog, peut-être, je ne sais pas. Donc, il y avait l'idée de la lutte qui m'intéresse aussi. C'est un peu comme, c'est deux fois un peu le même personnage, deux personnages féminins, un peu comme deux alter ego qui pourraient, pour moi, représenter notre présence en ligne ou notre identité numérique. Il y a l'idée de la distorsion qui m'intéresse aussi là-dedans. Puis le traitement un peu comme du flou ou de la marbrure. Là, je ne suis pas entièrement satisfaite, mais ce serait comme d'essayer d'aller chercher cette idée-là du brain fog, finalement, qui disperse les idées. Il y a comme l'idée de la dispersion de la couleur qui m'intéresse là-dedans. Dans l'effet de flou que j'ai mis sur l'emoji du bas, j'aime beaucoup cet effet-là. Comment est-ce que je pourrais transposer ça en sculpture dans un travail sur la surface, par exemple?
le petit dessin que j'ai fait dans le haut, lui, est fait à l'aquarelle. Donc, ça, c'est un autre petit test avec une autre palette de couleurs. Donc, voilà. Une autre proposition sur laquelle je vais travailler, c'est à partir d'un des emojis qui a fait son apparition dans le grand panthéon des emojis 2020, qui est l'emoji caresse. Donc, évidemment, toute la question de la distanciation sociale a été très éprouvante pour plusieurs dans les derniers mois. Donc, ça allait de soi de représenter ça de manière justement très... je parlais du côté aplati là, tout à l'heure. Regardez ici, c'est des. Là, c'est une superposition là, que vous voyez, mais dans l'emoji d'origine, on a comme deux corps, mais très synthétisés, non genrés, qui se font une accolade. Tu ne peux pas avoir plus synthétique que ça. Il n'y a aucun détail. C'est assez. C'est synthétisé. On pourrait dire aplati d'une certaine manière. Puis là, ce que j'ai voulu faire là-dedans, c'est encore une fois essayer de rentrer à l'intérieur de ce type d'iconographie-là avec mon tracé ou mon dessin. Donc là, ça, c'est une aquarelle qui pourrait être le tracé d'une sculpture, si vous me suivez. Et là, ici, si je reviens, ils sont superposés l'un à l'autre. Il y a cette tension-là aussi du niveau de reconnaissabilité. Je ne sais pas si je viens d'inventer un mot, mais je l'ai dit, de ces signes-là. Puis comment je les étire. Puis là, dans ce cas-ci, je l'étire, mais en tirant cette forme-là vers le langage de l'abstraction. Donc, c'est à partir de cette forme-là, probablement, que je vais retravailler. Je vous montre aussi un exemple d'un traitement sur la surface qui m'intéresse. Ça, c'est du polystyrène, qui est le contour est peint en couleur argentée. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était l'espèce d'effet de pincement, de pli, de peau un petit peu, ou de tissu qui est sur la partie en rose, là, le polystyrène rose. Donc ça pourrait être le genre de texture qui m'intéresse pour ramener un côté un peu plus corporel, bouger dans cette forme-là. Donc, caresse, hug en anglais. Et je vous montre aussi un autre exemple d'un autre test, parce que cette idée-là m'intéresse aussi. C'est une découpe que j'ai faite à la main, mais pour reproduire un peu la pixelisation, en fait, l'espèce de coche d'une mauvaise résolution d'une image, mais dans la matière, dans le corps de la sculpture. Donc, ça pourrait être aussi un contour qui est fait un peu comme en escalier, comme ça, qui pour moi évoque comme si on était rentré très, très proche de l'emoji jusqu'à voir, je ne sais pas, j'exagère, mais les 8 pixels qui créent l'image au départ. Un autre exemple que j'ai intitulé « Tendresse », qui est inspiré de l'emoji que j'ai mis ici de visage pour enfants. Donc, ça représente un petit peu mon intérêt pour les attributs faciaux qui sont évidemment par définition ce qui est très présent dans les emojis. Mais dans ce travail-là, j'en ai fait une découpe ici. Un premier test. Ce qui m'intéresse, c'est l'aspect tactile. J'aimerais ça que ce soit une sculpture qui convoque beaucoup le sens du toucher, en fait. Peut-être quelque chose d'un peu plus, je ne sais pas, biographique ou personnel. Pour moi, c'est l'idée de la tendresse de toucher le visage de son enfant. C'est quelque chose, c'est un geste qui est irremplaçable, qui ne peut jamais être reproduit ou représenté par une image ou par l'écran, par exemple. Donc, je voudrais que ce soit, pas nécessairement que ça ressemble à une peau, mais
c'est ça, que ça convoque le sens du toucher, qu'on aurait vraiment envie du toucher. Fait que je ne sais pas encore là, comment je vais traiter ça. Est-ce que ça va être avec quelque chose de très velouté, justement? Est-ce que ça va être une peinture naturelle? Ou au contraire, une laque, quelque chose de lisse qui donne aussi envie de toucher. Donc, j'ai travaillé aussi avec des glaçures de laque de résine. Donc, c'est pas, comme vous pouvez voir, c'est pas du tout réglé dans ma tête, mais c'est ça qui me guide dans la réalisation de cette sculpture-là. La photo ne le montre pas très bien, mais la bouche est trouée, et fait un trou, en fait, dans la sculpture. Cet aspect-là est assez important aussi pour moi. C'est-à-dire que je peux arriver à donner l'impression de quelque chose d'assez industriel, mais après ça, de venir retravailler dessus pour laisser une trace ou un geste ou effriter la surface, par exemple. Donc, cette tension-là m'intéresse aussi. Marjolaine, ça te reste 2 minutes à peu près. OK, ben, je vais passer les autres images plus rapidement. C'était un test. Temps brûlé, ce qui, pour moi, serait la forme de la sculpture et le demi-soleil que vous voyez à droite. Donc, dans celui-là, ben, il y a comme l'idée du temps d'écran qui m'intéresse, le lien entre la météo et les humeurs humaines. Les humeurs qui sont beaucoup représentées dans les emojis, on est très perméable à ça. Donc, il y a comme un lien là, que je fais. C'est ça. Puis ce sont aussi des emojis qui sont très présents et très utilisés, les soleils, les nuages, donc les éléments de la météo comme extension de la représentation de nos émotions. Il y avait le brouillard aussi qui m'intéressait. Et le dernier, qui est le plus flou jusqu'à date, c'est-à-dire que je n'ai pas de collage à vous montrer, mais je vous montre des images. Donc, c'est autour de l'idée du cœur, mais ce qui m'intéresse, c'est la relation cœur, cerveau, puis même intestin, en fait. Donc, c'est vraiment ce qui sont les organes à l'intérieur. On passe beaucoup la tête, le cerveau comme l'ordinateur du corps, alors que dans d'autres traditions, c'est plutôt le cœur qui est le cerveau dans le sens que nous, on le comprend. Donc, la relation cœur-cerveau, comme dichotomie aussi avec quoi on prend nos décisions, avec notre tête ou avec notre cœur. Il y a ça qui m'intéresse. Donc, évidemment, la dimension de l'affect et de ce qui est à l'intérieur du corps. Comment on digère nos émotions aussi, littéralement. Puis dans ce dessin-là, un peu comme un chemin ou comme moi, je vois comme des intestins là-dedans, mais je vois aussi l'idée de concept d'expérience utilisateur qui est comme un chemin, mais qui est tracé. En fait, tu penses que c'est comme fluide, mais tout est pensé pour t'amener à cliquer à cet endroit-là. Donc, c'est comme pas un labyrinthe dans le sens de nous perdre, là, mais c'est un chemin tracé pour nous, qu'on s'en rende compte ou pas. Puis là, ben, les derniers exemples que j'ai fait défiler, c'était pour vous montrer peut-être des exemples où je voudrais travailler sur la répétition, en fait, d'une forme. Voilà, ça ressemble à ça. Merci beaucoup, Marjolaine, pour cette présentation super intéressante. J'aime beaucoup avoir cette chance de voir tes œuvres, puis aussi vraiment le processus. Donc, on va passer à la période de questions. Donc, pour les personnes dans le public, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le clavardage en bas ou même on peut lever la main pour signaler qu'on aimerait parler. Donc, on a une question de la fonderie Darling. Allez-y. Bonjour, Marjolaine. Bonjour. Ah, allô! Je sais pas si on me voit comme il faut.
J'ai mon décor de fonderie derrière. Mais attends, je vais enlever ça, my God. Arrière-plan. None. Voilà. OK, excusez. Merci pour cette super présentation. Tu sais que je m'intéresse à ton travail, donc ça me fait plaisir d'avoir plus d'informations. Je voulais poser une question. J'ai des sujets donc, qui traitent quand même beaucoup d'émotivité, peut-être un peu d'émotivité peut-être superficielle ou pas, je ne sais pas. En tout cas, je voulais connaître un petit peu la relation entre donc toutes cet affect, un côté un petit peu peut-être sentimental ou sentimental peut-être basique là, mais le rapport entre tes sujets et le matériau donc qui est du styrofoam, qui est quand même un matériau de construction, donc très anti-émotion justement, ouais. Anti-neutralité. Je comprends qu'il y a la texture qui t'intéresse, comme tu l'as montré, mais aussi c'est quand même un matériau qui est vraiment pas écologique, dans le sens que c'est pas un matériau acceptable aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on dit là. Mais j'aimerais peut-être t'entendre sur la relation entre tes sujets puis le matériau que tu as choisi. Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Mais en fait, probablement que le lien qu'on peut faire entre le choix du sujet des emojis et le choix du matériau, du polystyrène, oui, il y a la question de l'aspect tactile qui m'intéresse, mais pour moi, ça va au-delà de ça. C'est que je vois beaucoup, en fait, le cadre corporatif qui est derrière, en fait. Le fait que ce soit, pour moi, l'industrie du numérique, je la relie, je ne la sépare pas du cadre capitaliste dans lequel on est. Donc, le fait que ce soit un produit polluant, comme tu l'as dit, qui est un produit du pétrole, qui est comme lourd et à la fois léger dans sa matérialité, il y a cette tension-là qui m'intéresse. Et puis, il y a aussi, je pense que je suis allée vers ce matériau-là aussi parce que ça donne aux sculptures un aspect qui est un peu factice, un peu comme des éléments de décor finalement, ou comme c'est un peu caricatural comment je le dis, mais il y a cet aspect-là un peu, pas nécessairement pauvre, parce que pour moi, c'est traité avec beaucoup de soins, mais il y a cette tension-là entre l'espèce de pauvreté et le soin que j'y apporte. Mais pour moi, c'est pauvre, entre guillemets, de par son aspect de décor, de façade, de surface, finalement. Est-ce que justement, ça serait pauvre par rapport à cette surenchère d'affect, puis de cœur, puis qu'on voit beaucoup circuler sur le web, comme peut-être c'est justement une émotivité qui est un petit peu banalisée, je dirais? Oui, on pourrait dire banalisée, stéréotypée aussi, ça c'est certain. Mais il y a comme l'idée de la surproduction, donc dans le matériau, pour moi, ça peut représenter ça, notre surproduction, oui, donc au niveau matériel, et la surproduction de signes, finalement. Donc, la saturation, finalement, de signes dans notre paysage, en fait. OK, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Il y a l'atelier qui a une question. Ah, oui. Allô? Hey, salut! Merci, Marjolaine. Merci pour cette présentation. Hey, moi, j'ai une question d'atelier. C'est comme les emojis, évidemment, pour la plupart, ils sont tout petits sur nos écrans. Puis j'étais curieux, je vois derrière, il y a un peu des exemples, mais j'étais curieux de l'échelle auquel tu fais tes sculptures, puis si c'est toujours le même ou si ça change, ou en tout cas, c'était ça. C'est une bonne question, Peter. J'en ai pas parlé. Dans le corpus précédent, c'est des sculptures qui sont que je dirais de taille moyenne, mais j'en ai fait des plus grandes. Donc, la plus grande, boy, je suis pas bonne avec ça. Mais tu sais, j'en ai fait une qui est comme plus grande que ma grande table de travail, puis qui était comme à peu près presque ma hauteur, mais tu sais que je suis petite.
Donc, j'en ai produit une qui était grosse. Est-ce le soulier? Oui, la botte, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est une tendance lourde. Pour ce corpus-là que je vais produire, l'échelle, elle n'est pas déterminée encore. C'est une maudite bonne question avec toute une panoplie d'autres questions qui viennent avec ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec les sculptures après. Là, j'ai travaillé beaucoup à partir des chutes de ma production précédente pour produire ou en tout cas ma recherche, ce que je suis en train de faire là. Donc, c'est pas déterminé, mais c'est sûr que pour moi, ça ne peut pas être des choses qui sont trop petites ou trop précieuses. Il faut qu'il y ait quand même comme une espèce de corporalité pour que ça entre en correspondance avec notre corps, parce que pour moi, l'intérêt, c'est un peu ça aussi de les faire en objet. Puis tout le travail de manuel, de gruger, de rajouter des textures. C'est ça, c'est à l'échelle de ma main. Donc, il faut que ce que je fais à l'échelle de ma main, ça entre en correspondance avec l'échelle de l'objet. Je ne sais pas si ça répond un peu. Ça ne répond pas du tout, en fait, parce que je ne te dis pas ils vont être quelle grandeur, mais ça répond un petit peu. Non, mais justement, c'était ça, parce que les emojis elles-mêmes sont tout petits. Je me suis dit, après ça, on a un peu l'échelle humaine, justement, Ouais. comme tu dis, parce que c'est supposé de représenter les humains et tout ce que ça veut dire. Puis après ça, tu as peut-être l'échelle plus monumentale, ou tu sais, quand tu mentionnes quelque chose pour faire ça a un effet aussi. Fait que j'étais juste curieux de... Oui, mais je me suis fait demander aussi, comme surtout avec la plus grosse sculpture du corpus précédent, je le sens que dans certains commentaires, des fois, les gens me disent « Ouais, mais il faudrait le voir monumental, qui nous avale là, vraiment, qui nous dépasse. » Peut-être pour un projet éventuel, ça pourrait être intéressant à tester comme idée, c'est certain. Hey, merci. Donc, on avait une question dans le clavardage de Sabina, mais je pense que tu viens de la répondre dans une façon. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais poser une de les miennes, une question un peu plus fun. Donc, ma question, il y a deux parties de cette question. La première partie, c'est que c'est quoi ton emoji préféré ou l'emoji que tu utilisais le plus? Et la deuxième partie de cette question, c'est quel organe aimerais-tu qu'on aurait avoir comme emoji? Ah, qu'on n'a pas? Oui. OK. La première partie, c'est des bonnes questions. Hein? le premier, je pense que spontanément, ce que je te répondrais, mon emoji, c'est pas nécessairement mon emoji préféré, mais assurément un que j'utilise beaucoup, c'est les différentes variantes, mais c'est l'emoji clin d'œil. Je trouve que dans le clin d'œil, il y a, je veux dire, ça marche là, pour communiquer un lien de complicité que tu veux avoir avec la personne avec qui tu communiques. Mais pour moi, le clin d'œil, c'est aussi, il y a quelque chose de très astucieux, mais il y a comme pas nécessairement un message caché, mais pour moi, le clin d'œil du smiley, c'est comme, il est très, c'est comme un joker finalement. Il dit, tu sais, je suis ton ami, mais il y a je ne peux pas faire autrement que de voir tout le cadre corporatif qui est derrière, qui t'amène à utiliser un symbole comme celui-là pour toi-même créer un lien de complicité avec l'image. Donc, il est comme, je le vois comme un visage à deux faces d'une certaine manière. Donc, le clin d'œil est quelque chose qui m'intéresse comme signe particulièrement. D'ailleurs, dans l'espèce de demi-soleil temps brûlé météo là, que je vous ai montré tout à l'heure, je ne sais pas encore si le soleil va... Sur le dessin, il y a les yeux fermés, mais sur l'autre image que j'ai mis en arrière, il y a les yeux ouverts, puis il y a comme des yeux qui regardent sur le côté, qui regardent dans la marge, dans ce qu'on ne voit pas ou dans ce qui n'est pas cadré. Donc, peut-être que finalement, mon soleil n'aura pas les yeux fermés par ailleurs. C'est ça, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure. Puis, quel organe... Je ne saurais pas quoi te répondre à ça, mais spontanément, ce qui me vient en tête, pour revenir à cette idée du cœur, cerveau, intestin,
c'est la figure de la pieuvre, dont peut-être que ce serait comme un emoji qui représente le cœur-cerveau. Donc, cette espèce d'hybride entre ces deux pans de nous-mêmes. Puis je mentionne la pieuvre parce que c'est un animal qui est fascinant, mais dont le cerveau est dans tout le corps, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi par rapport à la réflexion que j'ai sur le corps. Merci beaucoup, Marjolaine, c'est génial. J'aimerais parler plus, mais il faut qu'on passe à la prochaine artiste. Donc, je la présente maintenant. Il faut juste mettre le spotlight et puis je partage l'écran. Désolé, la dernière fois, je n'ai pas partagé le bon écran. Oups. Okay. Un instant. Okay, la dernière fois, c'est supposé d'être cet écran. Maintenant, on passe à Lucie Rocher. Donc, Lucie Rocher a obtenu récemment son doctorat en études et pratiques des arts à l'Université du Québec à Montréal en 2020. Félicitations, Dr. Rocher. Des expositions individuelles lui ont été consacrées, notamment à la Maison de la Culture Janine Souto, à Vue, à Occurrence et dernièrement à Axeno 7. Elle a également participé à plusieurs résidences internationales en Islande, au Québec, au Japon et à Gatineau. Lucie Rocher est également chargée de cours à l'Université du Québec à Montréal. Et avec ça, je passe la parole à Lucie. Merci Prakash, merci pour cette introduction. Écoutez, déjà je vous dis bonjour à tous, je suis très très heureuse. Je vais juste, décaler parce que finalement je me vois et j'aime pas trop ça. Donc je disais que oui, je suis vraiment très heureuse de partager avec vous mes recherches aujourd'hui. Merci, un grand merci au Centre Clark vraiment de m'avoir donné cette bourse. Ça a été très stimulant, surtout dans une année comme celle-ci où ça a été effectivement assez difficile aussi de pouvoir montrer son travail, de le diffuser. J'ai moi aussi eu la possibilité d'avoir une exposition à l'automne, donc à Axnéo. Je vais vous en reparler pendant la présentation, mais qui a été aussi très, très écourtée dans sa visibilité. Je remercie également le Centre Clark, ça c'est sûr, mais également l'Atelier Clark avec lequel je collabore depuis maintenant plusieurs années. Un grand merci à Yann, Peter et tout particulièrement Natacha qui m'a aidé pour ce projet de micro-bourse. Donc merci, je les vois aussi, donc je les salue. Et puis, je vais tout de suite, effectivement, commencer ma présentation. Alors, j'ai décidé on va dire, de partager celle-ci en deux moments. Le premier où je vais faire un retour sur quelques-unes de mes installations en galerie, notamment, et qui font écho à ce projet que j'ai souhaité aussi amorcer dans le cadre de cette micro-bourse. Et puis ensuite, je vais évidemment parler donc plus en détail de ce que j'ai fait avec ce financement et de ce qu'il me reste à faire surtout aussi. Voilà, pour vous faire une petite, pas résumé, mais plutôt dire en une phrase ce que je fais en photographie. Je m'attache depuis plusieurs années maintenant à travailler à partir d'une notion que j'ai imaginée, en fait, qui me semblait regrouper beaucoup de mes intérêts. Et cette notion, elle se nomme chantier photographique, donc c'est aussi le titre de ma thèse de doctorat. Prakash l'a dit tout à l'heure. En fait, cette notion-là, elle me permet tout simplement
partir des deux termes et essayer de les travailler dans mes installations. Alors, je m'attache à la question de la construction de l'image, donc à la fois dans sa matérialité, hein, par les supports sur lesquels aussi je décide d'imprimer mes photographies, mais aussi sur sa dimension spatiale, comment je peux travailler aussi cette dimension-là à l'intérieur même de mes images. Et puis, je confronte cette idée de la construction de l'image avec la construction, au sens très très large du terme, à savoir que beaucoup des photographies que je prends sont inspirées de cette figure du chantier qui est pour moi une sorte de levier, d'outil pour réfléchir et pour réfléchir l'image photographique. Voilà. Donc, je vais commencer tout de suite par le partage d'écran. Alors, voici. Alors, vous allez me dire si ça fonctionne bien. Ça va? Je vais tout de suite... Oui, c'est bon? Très bien. Alors, je vais mettre tout de suite ça en mode diaporama pour que ce soit plus fluide pour vous. Alors, tout de suite, donc, je vais commencer avec une installation qui a déjà quelques années. Hein. J'ai réalisé ce travail lors d'une exposition personnelle que j'ai eu la chance donc, de présenter au Centre Vue à Québec en 2018. Et en fait, cette installation, elle a été assez déterminante, on va dire, puisqu'elle m'a permis de réfléchir aux notions photographiques dont je vais tout de suite vous parler, mais qui sont encore d'actualité pour moi dans la pratique. À savoir qu'ici, vous êtes face, et un peu de biais en même temps, à des contreplaqués sur lesquels j'ai décidé d'imprimer une photographie. Alors, cette photographie, elle est morcelée, hein, comme vous le voyez, en 6 sections. Et ces 6 sections, elles tiennent dans l'espace grâce à des tuyaux de cuivre qui sont perpendiculaires à ces contreplaqués et qui vont permettre de relier finalement de façon très autonome ces contreplaqués au mur. Voilà. Et la vue, qu'est-ce que c'est? C'est une prise de vue que j'ai faite sur un chantier, d'où le nom aussi de l'installation. Un chantier de construction en intérieur où on voyait des ouvriers déplacer des matériaux, dont des contreplaqués, justement. C'est pour cette raison aussi que j'ai décidé d'imprimer la photographie sur ce genre de support. Et là, en fait, si vous voulez, avec cette installation, je commence à imaginer que je peux redonner, grâce à l'espace et l'espace d'exposition, entre autres, une dimension et surtout une perspective nouvelle à ces vues-là que j'ai photographiées. Donc, ça me permet vraiment d'ajouter une certaine profondeur de champ à la prise de vue initiale. Je fais quelques pas en avant de quelques mois, d'ailleurs, lorsque cette fois-ci, je me retrouve en résidence de recherche au Japon, au Palais des Paris, à Takasaki, à peu près à 1 heure de Tokyo, on va dire, au nord, dans les montagnes. Et j'ai la possibilité, en fait, donc, de travailler comme ça pendant 2 mois sur place, dans un espace un petit peu particulier, puisqu'il s'agit en fait d'une ancienne école, dans laquelle moi je loge au rez-de-chaussée, et le bâtiment est à 2-3 étages que je peux investir aussi pour expérimenter avec les prises de vue que j'ai faites sur place. Et à ce moment-là, j'ai pas grand-chose avec moi, si ce n'est mon appareil. J'ai pas emmené de tirage photographique. J'ai pas emmené j'ai pas cherché la possibilité non plus d'imprimer sur place. Ce que je voulais, c'était vraiment d'être dans le moment aussi présent de captation photographique. Alors donc, ce que j'ai à ma disposition, ce sont des vidéoprojecteurs. Donc, je décide de travailler à partir de ces images projetées. Et là, en fait, ce que je ne vous ai pas dit comme anecdote, mais qui a son importance dans ce cas présent, c'est que le bâtiment dans lequel j'étais hébergée donc, et je résidais était en fait lui-même en construction. Alors, il y avait des échafaudages tout autour en fait, du bâtiment. Et j'ai décidé de réintégrer en fait, ces échafaudages aussi à l'intérieur du bâtiment. Et d'utiliser cette matière-là qui m'était offerte
et de travailler à partir de ces formes pour finalement essayer de trouver quelque chose de nouveau pour moi en photographie. Donc, je projette ici une image que j'ai photographiée dans des chantiers aux alentours de la résidence. Et je m'aperçois, peut-être un peu naïvement, je n'avais pas imaginé ça, en tout cas avant de le faire, de le réaliser, que ces barres de métal d'échafaudage se retrouvent par ombre portée aussi dans cette prise de vue-là de chantier extérieur. Et là, je me rends compte de la possibilité que l'espace aussi peut avoir pour moi, pour me permettre peut-être de creuser aussi une autre dimension à mes images et à venir s'y superposer. Donc, vous allez voir que cette notion-là de faire tenir une image, c'est comme ça que j'ai proposé ce projet de micro-bourse à Clark. Essayer de concevoir des dispositifs qui permettent de tenir l'image. Alors là, l'image, elle est éphémère puisque c'est une projection, mais quand même, avec ce travail-là, il y a des amorces pour moi qui se sont enclenchées. Cette fois-ci, on est sur le toit du bâtiment au Japon. Alors, l'échafaudage revient, mais cette fois-ci, j'essaie de l'utiliser autrement, à savoir, tout simplement de créer à partir de ces poteaux la possibilité pour moi de projeter sur une toile tendue à l'intérieur des captures d'écran de mon travail en cours aussi en résidence. Donc là, je fais quelque chose peut-être d'un peu plus classique ou attendu, mais ce qui me plaisait avec ce système-là, c'était d'avoir la possibilité de présenter des photographies aussi à la nuit tombée. Alors, vraiment, la présence de la projection lumineuse, pour moi, était nouvelle aussi dans le travail. Donc, c'est pour cette raison que j'ai fait le choix aussi de mettre ça sur le toit et non pas en intérieur, pour que justement il y ait la possibilité à seulement certaines heures de la journée d'avoir accès à ce corpus d'images. Donc on voit des premiers rapprochements que je peux établir entre des groupes ou 2 ou 3 images qui me semblent formellement, esthétiquement fonctionner à ce moment-là pour moi. Je fais cette fois un saut beaucoup plus important que tout à l'heure. J'avance de 3 ans. Alors là, on se retrouve en 2020, lorsque j'ai la possibilité, cette fois-ci, de faire une exposition personnelle à Axnéo 7. Et là, il se trouve qu'au préalable de cette possibilité d'exposer, le centre voisin d'Axnéo 7, qui s'appelle Diamond, m'invite en résidence quelques mois qui précèdent mon exposition de l'automne. Et donc, je profite de ce temps dans les espaces d'exposition qui sont à ce moment-là vides pour appréhender les lieux, si je puis dire, essayer de me familiariser avec ce nouvel espace que je trouve à ce moment-là très, très, très vide, très impressionnant et un peu déroutant aussi à investir. Il se trouve que là, je vous montre un détail qui, des fois, est pas forcément ce à quoi on pense lorsqu'on pense espace d'exposition. Là, en fait, vous êtes face à un couloir qui mène simplement à une autre galerie. Voilà. Donc, en fait, c'est un passage, un lieu de transition entre 2 espaces d'exposition. Et je trouvais que c'était fort intéressant, cette alcôve que ça pouvait aussi créer dans mon espace à moi. Il se trouve que l'artiste qui était en exposition avec moi a décidé de condamner en fait cet espace-là, tout simplement puisqu'il voulait projeter aussi des vidéos. Donc, il fallait surtout pas qu'il y ait une lumière naturelle qui puisse intervenir dans son espace. Mais j'ai décidé que la séparation ne se ferait pas au niveau du mur de ma galerie, mais plutôt, on va dire, au niveau de sa salle à lui. Donc, ça m'a permis comme ça de travailler avec cet espace non-espace qui menait à rien plutôt, et d'y installer cette espèce de grand caisson
que j'ai appelé caisson de transport, puisque c'est vraiment la fonction qu'il avait à ce moment-là. Il se trouve que l'entièreté des œuvres présentes à Axnéo 7 était contenue dans cette portion-là, on va dire, d'espace, ce caisson. Voilà, donc c'est une façon de le réintégrer, et j'y ai posé des néons à l'arrière pour que on ait finalement non pas une photographie, hein, il ne tient plus rien, il est vide, ce caisson, quand il est dans l'espace d'exposition, mais bien qu'il rappelle des éléments de la photographie, à savoir eh bien, tout simplement la lumière, l'ombre, l'idée du plein, du vide, éventuellement de l'aspect un peu fictif aussi des images. Donc c'était pour moi un rappel tout simplement à la base même de ce qu'est pour moi la photographie et le travail de photographie. Vous apercevez déjà dans cette prise de vue, finalement, eh bien, certains dispositifs, justement, que j'ai commencé à travailler avant donc de m'atteler à ce que vous allez voir prochainement, là, sur le travail dans le cadre de la microbourse. Mais vous voyez déjà sur la gauche une première, on va dire, une première sculpture photographique que j'ai essayé de réfléchir spécifiquement par rapport à ce lieu. Alors, c'est une photographie qui est composée de 3 plexis sur lesquels j'ai imprimé une seule image. Et ces plexis reposent sur un socle conçu là aussi spécifiquement pour cette photographie. Alors, je vais y revenir par la suite, plus en détail. Là, je vais faire plus une vue d'ensemble. Sur la droite, vous voyez des mousses. Alors, moi aussi, je m'intéresse finalement aux mousses isolantes, aux matériaux de construction. Mais là, moi, c'est des mousses bleues et non roses comme Marjolaine. Ces mousses bleues, elles me servent vraiment comme un support, en fait, pour imprimer. Il se trouve qu'à l'intérieur aussi de cette photographie que j'ai souhaité imprimer, dessus, eh bien, il y a aussi des mousses bleues. Donc, il y a une mise en abîme aussi du sujet photographique en lien avec son support aussi de présentation, sa matérialité. Et puis, une dernière, ce contreplaqué que vous apercevez en angle, eh bien, en fait, il est disposé ainsi puisque c'est une seule image, là encore, scindée en deux. Et finalement, l'angle de la pièce, pour moi, vient presque bien jouer l'exacto, puisque ça rajoute pour moi une épaisseur et une visibilité du geste que j'ai moi-même opéré. Voilà. Donc, il y a ce jeu-là aussi avec l'espace que j'essaye de prolonger dans quand même plusieurs de mes dispositifs d'exposition. Alors, la question du cadre, pour moi, elle est très difficile encore à résoudre, puisque je vais y revenir à plusieurs reprises. Le cadre en photographie, moi, il me dérange beaucoup. Enfin, j'ai du mal à travailler avec cet aspect-là. C'est pour ça aussi souvent que j'essaie de l'évacuer en imprimant directement sur les supports que je trouve ou les supports que je choisis. Pourquoi ? Parce que pour moi, j'ai l'impression que ça fige une image, ça l'enferme, et qu'après, elle est un petit peu coincée là-dedans, et que voilà, d'une certaine façon, pour moi, elle s'éteint aussi par ce genre de dispositif d'accrochage. Alors là, vous avez finalement, sur le côté droit, mais au centre en fait de l'image ici, une photographie, vous la reconnaissez peut-être, c'était la même qui a été projetée lorsque j'étais en résidence au Japon. Puis cette photographie, je souhaite l'utiliser à nouveau, la réinvestir, mais autrement. Alors, je décide de l'encadrer, on va dire, plutôt de la compresser entre un verre qui est teinté orange et un plexi blanc qui est à l'arrière. Et ce qui permet de tenir ces 3 éléments, finalement, c'est cette barre en bois que j'ai dessinée expressément et qui devait, pour moi, de cette façon-là, s'intégrer aussi à la composition de l'image. Il y a beaucoup de verticales dans cette image-là. Et d'ailleurs, cette barre en bois, elle en suit une des verticales de l'image réellement.
À gauche, vous avez une autre façon, là encore, que j'ai choisi de travailler pour faire tenir une image au mur, précisément. Eh bien, ce sont les coins, les angles qu'on peut trouver au moment où on décide de transporter une image, de la protéger à ses extrémités. Eh bien, souvent, on y met des angles en plastique ou en mousse. Eh bien là, ces angles-là, je décide finalement de les fabriquer en bois pour les pérenniser et pouvoir m'en resservir aussi par la suite. Et donc voilà, c'est une façon de déjouer pour moi aussi cette question du cadre. Une autre vue de la même salle d'exposition, toujours à Axnéo. En bas à droite, c'est la seule photo dont je n'ai pas encore complètement parlé. Vous avez une photographie qui est en angle, littéralement, qui permet de rejoindre finalement le sol et le mur de l'espace d'exposition. Et elle est vraiment coupée en son centre, là encore. Alors, on n'est plus sur du contreplaqué de bois, mais sur une sorte d'agglomérat un peu de plâtre. Donc, ça crée on va dire des imperfections aussi dans l'image, des apparitions aussi, finalement, de la matière dans la photographie. Donc et là, ce que vous voyez, mais difficilement, en fait, c'est, croyez-moi sur parole, c'est en fait une prise de vue que j'ai faite en hiver où on voit un panneau de construction tout simplement s'affaisser dans la neige. Et la couleur orange de ce panneau, eh bien, elle est réfléchie par la neige blanche. Donc, c'est ce genre d'éléments aussi du quotidien qui m'intéresse de photographier. Voilà, je ne vais pas revenir sur la mousse, j'en ai déjà parlé, si ce n'est que là, avec cet angle-là de prise de vue, vous voyez que j'ai aussi reporté un ajout comme une ombre de peinture finalement au mur qui joue comme si, enfin, qui joue l'idée et l'impression encore que, eh bien, on n'est pas face à un triptyque photographique là, mais plutôt peut-être à 4 images, la 4e étant peut-être en cours. Alors, je reviens sur cette pièce. Bientôt, je vais passer aux éléments réalisés pour la microbourse, mais tout ça est vraiment intrinsèquement lié. J'aurais vraiment pas imaginé les dispositifs dont je vais vous parler par la suite si ces éléments-là n'avaient pas existé. Donc, c'est pour cette raison que j'ai pensé important aussi de revenir là-dessus. Alors ici, donc, je vous avais parlé tout à l'heure d'une maison photographiée, en fait, à Gatineau, justement, dans la ville où j'expose à ce moment-là. Cette maison, elle m'intrigue beaucoup. Elle est sur le point, j'ai l'impression en tout cas, d'être détruite. Donc voilà, je fais un acte photographique relativement, on va dire, commun, celui de ne pas oublier cette maison-là. Et puis, je décide de la reconstruire d'une certaine façon avec l'impression sur plexi. Donc, je décompose cette image, je la coupe vraiment par un logiciel de retouche en 3 morceaux. Et ces 3 morceaux font exactement les mêmes proportions, à savoir c'est un 15 pouces par 15 pouces, un carré. Et je décide de trouver un socle qui pourrait répondre à cette maison. C'est presque des fondations d'ailleurs. Maintenant, je me rends compte des fois aussi en parlant, mais ce socle agit un peu comme une fondation finalement à cette maison. Et le système pour que tout ça, ça tienne, comme par magie, c'est tout simplement un système de fente que j'ai travaillé à d'autres moments aussi dans ma pratique et qui me semblait relativement simple à mettre en place. Et en même temps, il y avait une fragilité derrière ça et en même temps une vraie stabilité. Voilà. Donc, vous voyez aussi le socle fait se croiser 2 types de bois. Il y a vraiment une sorte de poutre et puis un contreplaqué, là encore, qui fait se croiser aussi les différents types d'essence de bois qu'on utilise aussi en construction. Alors ici, on est de l'autre côté, je dirais, du mur, puisque c'est dans une autre salle où j'exposais. Et vous voyez déjà comment là, cette fois-ci, on est
proche dans la texture du plexi, mais ce n'est pas un plexi que j'ai décidé de travailler ici, c'est un miroir. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que quand je vais vous expliquer comment ça a été réalisé, cette prise de vue, vous allez mieux comprendre pourquoi ce choix a été fait. Il se trouve qu'en résidence, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis dans un espace entièrement vide. Alors, c'était fascinant et en même temps très, très stressant aussi d'imaginer ce qui allait pouvoir être mis à l'intérieur de cet écrin. Donc, je décide de faire des prises de vue aussi des lieux vides. J'utilise une caméra 360, j'essaie de changer un peu de zone, de ne pas utiliser mon appareil photographique habituel et d'utiliser cette caméra qui va me permettre d'avoir une vue a priori parfaite ou en tout cas totale plutôt même de l'espace. Donc j'utilise cette caméra qui m'est prêtée par le Centre Diamond et là je m'aperçois aussi qu'il y a beaucoup de déformations créées évidemment. Mais ça m'intéresse aussi beaucoup de voir dans l'image ce que ça peut produire, l'espèce d'artefact comme ça un peu étrange, de forme, voilà. Donc je décide là aussi dans la forme choisie finale, de rester sur une rondeur, sur quelque chose qui me rappelle la lentille aussi de la caméra. Donc ici, vous êtes face à la salle d'exposition vide, donc au moment de ma résidence. Et pour autant, cette installation est intégrée dans le moment de l'exposition cette fois-ci, où il y a d'autres éléments qui sont autour de cette pièce, dont je vais parler juste après. Donc voilà, et ce principe aussi, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, de fente, de faire transpercer finalement, de confronter les éléments, le miroir, le bois, c'est la même chose dans ce cas présent. La tablette sur laquelle repose ce sort de tondo, en fait, un peu aussi photographique, elle pointe vers le mur, elle pointe en angle, tout simplement, elle pointe exactement l'emplacement aussi que j'ai utilisé pour réaliser finalement cette prise de vue. Donc là, voilà, le socle n'est pas qu'accessoire, il est vraiment, il accompagne pleinement l'œuvre et informe de sa réalisation. Hop là, c'est allé vite. Dernière image d'un corpus plus ancien, donc, et puis j'attaque avec des prises de vue plus récentes. Voilà. En face de cette pièce dont j'ai parlé précédemment, vous avez une boîte lumineuse ouverte des deux côtés que j'ai souhaité travailler. Là aussi, vous avez un socle qui permet de tenir ce dispositif lumineux, mais qui est aussi une question tout simplement de transport, hein, une façon pour moi de déplacer de l'atelier vers l'espace de la galerie cette installation. Alors, vous voyez que j'ai même ajouté un néon supplémentaire, puisqu'évidemment, sans dos à ce caisson, ça perdait aussi un petit peu de lumière. Mais je l'ai ajouté à un endroit très précis, puisque de l'autre côté de l'image, croyez-moi, là aussi sur parole, les images sont petites, mais vous avez tout simplement une ampoule lumineuse qui flotte dans un espace qui est à la fois entre l'intérieur et l'extérieur d'un bâtiment. Et cette ampoule, elle se réfléchit 3 fois dans cette fenêtre. Donc, avec la vue que vous avez en haut, vous pouvez percevoir de l'extérieur de la galerie comment l'architecture du bâtiment aussi vient s'imbriquer, on va dire, avec ce travail photographique. Voilà. Je passe aux photographies que vous allez retrouver tout de suite dans les dispositifs que j'ai dessiné récemment. Ça va être assez rapide. D'ailleurs, il me reste à peu près 5 minutes en fait, pour vous expliquer où je me suis en allée avec ce projet-là. Si j'ai fait le choix de vous présenter quelques prises de vue ici, récentes, réalisées à Québec, c'est parce que
il s'est produit pour moi aussi un événement, un bel événement, hein, mais il se trouve que le jour où j'ai appris que j'avais cette bourse de recherche par le Centre Clark, eh bien, VU à Québec m'appelle également pour me proposer de venir en résidence pour photographier le chantier dans lequel ils sont, et toujours actuellement d'ailleurs, le chantier de Méduse. Alors Méduse, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a plusieurs centres d'artistes à Québec qui sont contenus dans ce grand bâtiment qui ressemble un petit peu à un paquebot d'ailleurs. Et eh bien, il est en rénovation totale en ce moment. Et moi, j'ai un terrain de jeu et je décide de partir fin mars là-bas. Je photographie et c'est à partir de ces prises de vue, finalement, que j'ai dessiné le projet que je vous présente tout de suite. Ici, vous avez 5 dispositifs pour présenter d'une certaine façon, faire tenir une image. Tous assez différents. J'ai aussi ajouté ça avec un code couleur pour que ce soit d'autant plus clair. Il se trouve que actuellement, j'ai réussi à en réaliser 2 entièrement, donc à la fois avec l'impression photographique, mais aussi avec le support. Donc moi, je vais vous parler des 2 qui sont en bas à droite, le bleu et le rose. Qui sont donc finalisés actuellement. Et les 3 qui restent à faire, 3 en haut. Alors, je poursuis. J'ai un petit bug avec mon écran. Voilà. Alors, ici, vous êtes face à des dessins en 3 dimensions. Alors moi, c'est un travail que je fais beaucoup. Je dessine pas très bien, ou en tout cas plus assez. Et donc, je dessine beaucoup avec des logiciels de modélisation 3D. Ça m'aide à réfléchir, moi d'abord, mais aussi ça m'aide à expliquer aussi les choses que je souhaite éventuellement faire avec d'autres. Voilà, donc une première vue, et celle-ci qui est la plus, on va dire, la plus réelle, puisqu'il s'agit de l'assemblage de ce dispositif de bois qui permet de maintenir, là encore, une photographie imprimée à l'envers, en fait, sur plexiglas. Donc, vous voyez d'ailleurs avec le petit détail que j'ai mis à droite, la fente qui permet l'insertion rapide de cette photographie. Et en fait, ça me permet de l'insérer rapidement, mais ça me permet tout aussi bien de l'enlever rapidement, donc éventuellement de changer de photographie. C'était tout l'intérêt pour moi avec ces dispositifs, c'était finalement de les rendre très perméables et malléables tout au long de ma pratique des prochaines semaines, mois ou années qui viendraient. Voilà, ces dispositifs, ils vont pouvoir être réinvestis à plusieurs moments et avec plusieurs types d'images. Pour l'instant, je vous en montre une qui m'a semblé adéquate et répondre à ce que j'avais en tête. Vous avez une prise de vue comme ça de 3 éléments qui ont l'air de faire un cadre dans un espace un peu fictif. Et ce cadre en bois qui vient un peu sceller cet ensemble, donc, mais qui reste aussi ouvert. C'était pour moi l'intérêt derrière ça. Dernier dispositif, et puis après j'ai juste ce visuel-là et le prochain à vous montrer, puis j'aurai fini là. Eh bien, ce visuel-là, donc, il vous montre une autre façon que j'ai essayé d'imaginer ce rapport au dispositif d'accrochage et à l'impression photographique. On est sur une sorte de poutre en bois qui permet de tenir en diagonale comme ça une image par un angle. Alors là, système encore un peu plus polyvalent, puisque finalement, je pourrais changer même aussi la taille de la photographie. Ses dimensions pourraient être beaucoup plus importantes qu'elles ne le sont actuellement, puisqu'on est sur des 10 par 15 pouces, là, 12 par 16 tout à l'heure, donc des formats un petit peu maquettes. Et voici le dispositif réalisé il y a encore quelques jours seulement. Donc, vous voyez, j'ai utilisé
même principe, mais une insertion qui se fait un petit peu plus, de façon un petit peu plus complexe aussi dans la réalisation de ce dispositif. Donc là, on est sur un plexi d'un demi-pouce d'épaisseur et une impression qui est cette fois recto et verso sur le plexi. Donc vraiment, ça aussi, c'est des notions qui m'intéressent, que l'image ait une certaine profondeur et une dimension qu'elle n'aurait peut-être pas au préalable, sans ce geste-là. Alors voilà, la vue d'ensemble des 2 projets réalisés actuellement. Alors, il y a encore du travail, mais disons que ce sont voilà, les premiers éléments formels et esthétiques que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Lucie. C'était une présentation super géniale. J'ai vraiment apprécié que tes œuvres ainsi que le projet à Clark vraiment donnent une façon différente de penser à comment, pas seulement de comment est-ce qu'on peut démontrer les œuvres de photographie, mais aussi comment est-ce qu'on regarde des photos dans une façon qui vraiment interroge cet aspect d'espace puis non-espace au même temps. Je peux continuer, mais je vais laisser la parole au public. S'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main, soit en personne ou avec le emoji, si on aimerait. Mais je sais aussi qu'il n'y a pas beaucoup de temps qui reste, donc peut-être je vais commencer. Je suis intéressé par ton choix d'utiliser le plexiglas comme matériau pour imprimer les photos. Mais je ne pense pas que j'ai jamais vu ça dans une façon aussi recto-verso. Est-ce que tu peux parler plus de comment tu as embarqué dans cette voie-là? Bien, en fait, oui. Alors oui, c'est bon, on m'entend, pardon. Je voulais juste vérifier que le micro était bien ouvert. Eh bien, en fait, l'avantage avec le plexi, surtout évidemment avec un plexi transparent, comme là j'ai pu vous présenter, c'est que, eh bien, il intègre de fait l'espace aussi environnant. Ça paraît évident dit comme ça, mais en fait, avant de l'expérimenter, je n'imaginais pas aussi la possibilité comme ça de voir presque par moment une image réfléchie dans l'espace et inversement, d'un espace qui vient parasiter l'image. Donc, quand je vous ai montré, par exemple, la maison en trois sections là, qui s'enchevêtraient les unes dans les autres, eh bien, il y avait une peinture. À un moment, il y avait une peinture. Il y avait une couleur bleue qui était peinte au mur, un des murs de l'espace d'exposition. Eh bien, ça donnait évidemment une certaine couleur aussi à cette maison. Ça apportait quelque chose de différent. Et ces jeux-là, avec l'espace que j'ai essayé aussi d'amorcer il y a maintenant 4-5 ans, eh bien, ils se prolongent avec des matériaux que je ne connaissais pas encore, que je n'avais pas travaillé. Et là, sur le dernier que je vous ai présenté, qui a été réalisé dans le cadre de la bourse, le plexi un petit peu épais, là, d'un demi-pouce d'épaisseur et qui présente une sorte de diagonale d'un gypse abîmé, eh bien là encore, j'essayais de retrouver finalement la possibilité de faire illusion, en fait, de garder la même épaisseur de la matière que j'avais photographiée, donc le gypse, qui faisait un demi-pouce lui aussi d'épaisseur, mais finalement de redonner quelque chose d'un peu plus lisse, d'un peu plus stable aussi en termes de, comment dire ça, l'idée que ça allait pas s'effriter avec le temps une fois placé, redéplacé, etc. Il y avait une pérennité induite par la matière plexi qui me semblait eh bien intéressante à travailler. Donc, l'impression recto-verso aussi du plexi, c'est des choses que j'aimerais prolonger. Pour l'instant, je n'imprime jamais sur les dispositifs qui accrochent mes photographies. Mais ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup essayer. Et peut-être c'est dans les 3 dispositifs qui vont rester à construire encore, que je vais peut-être pouvoir essayer d'intégrer encore autrement l'image aussi dans ce maintien
que je dessine, mais il y a toujours deux éléments là, un peu séparés, même s'ils se rejoignent dans l'accrochage, mais il y a le bois d'un côté, c'est souvent le bois que j'utilise pour faire tenir mes images, et puis il y a la matière sur laquelle je décide d'imprimer. Donc peut-être qu'il faudrait opérer encore plus on va dire, de fusion entre les deux. Et c'est peut-être là que j'aimerais aller et travailler ça davantage encore. Donc,